Salut à tous les amis, merci à tous d'être de retour sur Roue Libre, une émission en plateau, le retour de la team sur YouTube. Quel plaisir de vous retrouver pour une année qui va être géniale. On a plein d'annonces à vous faire avec Robin, avec Polo. Comment ça va les gars ? Écoute, ça va très bien, je suis beaucoup trop content de revenir. L'habillage de ce plateau est magnifique. On a beaucoup bossé pendant l'été pour revenir et vous proposer le max d'émissions. Même le truc quand il y a ton nom là comme ça, c'est trop stylé. Ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai ? Là pour le coup, JB m'a aidé là-bas, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, on se jette des fleurs. On parlait de JB, félicitations à lui, notre graphiste qui nous a refait toute la DA. Donc non, ça annonce une très belle année. J'adore le rond qui est derrière moi, il déchire. Tu disais que ça faisait James Bond un peu. Ouais, j'ai l'impression que vraiment il y a James Bond qui va arriver. T'as vu, ça va accélérer et tout. J'adore. Robin, tu kiffes ou quoi ? Ouais, de ouf. Vraiment, la roue derrière toi là, c'est stylé. Il y a du Paris-Roubaix ou du Tour des Flandres derrière toi. On n'a pas encore réussi à savoir exactement. Non, je crois que c'est le Tour des Flandres, Joseph. Ouais, je pense. On demandera les gens dans le chat qui ont l'œil, nous le diront. Un œil avisé qui réussira. Polo aurait eu bon goût de mettre le Tour des Flandres derrière moi. Ouais. Et l'Alpe d'Huez derrière moi, évidemment. Effectivement. On respecte les basiques. Les basiques de chacun. Merci beaucoup, Joseph. Voilà. Toujours là. On serait là toute l'année avec moi, on va être là toute l'année ensemble, Robin et Polo. On a un énorme programme. D'abord, on va commencer tout simplement par le programme de la semaine, Polo. Pour dire, si vous regardez cette émission, eh bien, vous allez avoir d'autres émissions parce que cette année, on ne va pas être que sur YouTube, on va être aussi sur Twitch. Et on va voir le programme qui va arriver cette semaine avec une nouvelle émission que vous ne connaissez pas encore, parce que tous les jeudis, désormais à 18h, sur notre chaîne Twitch Roue Libre 101, allez la suivre si ce n'est pas encore fait, on va avoir tous les jeudis à 18h une émission où on va être en interview avec quelqu'un, et là, la première va être jeudi, et ça va être avec Kevin de FC Géopolitics, et qui va nous parler comme son nom l'indique, de géopolitique, mais dans le cyclisme. Et ça va être très intéressant, notamment parce que je lui poserai des questions sur Gazprom, notamment avec tout ce qui se passe malheureusement en ce moment en Ukraine. Il se passe beaucoup de choses, on en parlera avec lui et on ne va pas s'arrêter à ça parce que le cyclisme a de plus en plus d'importance avec tout ce qui se passe, avec ces équipes qui arrivent et qui sont déjà là depuis un moment, des équipes qui sont possédées par des États, Bahreïn, UAE, et ça va être très intéressant. Et le deuxième rendez-vous, si par hasard vous ne savez pas, c'est... Comme vous savez, La Petite Roue qu'on a lancée l'année dernière et qui a rencontré un succès auprès de la communauté internationale. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui est présent et la communauté répond et c'est pour ça qu'on se régale aussi. C'est une autre forme. Vous posez des questions sur Twitch et nous, on les prend, on débat de l'actualité. Quand on ne sera pas en plateau, eh bien, on sera sur Twitch et c'est tous les mardis à 18h. On sera là tous les trois la grande majorité du temps. Tout à fait. Voilà. Donc voilà pour le programme qui va être là dans les prochaines semaines. Programme de la semaine prochaine, tout à fait, Joseph. Programme de la semaine prochaine. Gros programme, on ne chôme pas ces derniers temps. Exactement, Polo. La suite, notre annonce qu'on voulait faire, Polo, c'est à propos d'un nouveau partenaire qu'on a. C'est vrai, si vous nous suivez, on en a déjà parlé quelques fois, mais vous le voyez sur le plateau, vous le voyez avec les bidons, avec les chaussures. Et c'est des beaux bidons, c'est un beau partenaire. C'est des très beaux bidons, voilà. Donc la First Team s'est associée à Specialized cette année. On va vous proposer beaucoup de contenu, on vous en dira plus dans les semaines qui viennent, notamment. C'est pour ça que c'est important de suivre aussi la chaîne Twitch et La Petite Roue, parce que c'est là qu'on va beaucoup vous parler du partenariat. Mais il y aura des surprises, il y en a déjà eu. Des membres de la Team Specialized viendront en plateau pour nous présenter des vélos, des éléments techniques aussi, des choses que vous nous avez beaucoup demandé et qu'on a envie de vous proposer aussi cette année. Donc ça va être chouette, mais pour l'instant, voilà, on profite un peu des bidons et des différents éléments qu'ils nous envoient. On voit le casque aussi à côté de Robin. Et pour la première en plateau de la saison, on avait un petit jeu concours, Joseph, on a déjà un gagnant. En parlant de casque, on a effectivement fait gagner un casque et pas n'importe lequel. Vous allez voir, on va annoncer tout de suite le gagnant. C'est Cobra FR qui gagne le premier jeu concours en partenariat avec Specialized et c'est le casque de la Bora, le Private Vente 2021. On a reçu un nombre de MP pour essayer d'être favorisé, pour essayer de gagner ce casque. Mais effectivement, Cobra, félicitations à toi parce que on vous demandait donc de trouver le podium des Strade Bianche. C'était pas facile cette année. Alors, on va pas mentir, il y a personne qui n'a trouvé le podium dans l'ordre, mais forcément, c'était
c'était compliqué. On voulait pas mettre un jeu concours à la TF1 où tu avais juste à trouver qui avait mis un doublé en finale de la Coupe du Monde 98. Les sous pour gagner le casque. Mais Cobra Affair a trouvé les deux premiers. Donc il a trouvé Pogacar, Valverde. Derrière, il a mis Alaphilippe. Mais c'était le pronostic le plus proche. Valverde, déjà, rien qu'en ça, ça mérite un casque, je pense. Bah ouais, exactement. Donc félicitations à toi, mon cher Cobra FR. On va prendre contact avec toi dans les MP et tu recevras donc ce magnifique casque. Et il y aura bien d'autres cadeaux qui seront. Oui, et des beaux. On a une petite shortlist. Il y aura des beaux trucs à gagner cette saison, les gars. Restez connectés. Le programme du jour, le sommaire de cette émission-là, là aussi, il est très chargé avec toutes ces annonces-là. On fera un focus. Il n'est pas chargé comme Lance Armstrong, cela dit. Il est si peu, Paul. Focus sur le débrief d'Estrade Bianche, du coup, avec la victoire de Tadej Pogacar. On va faire un débat sur cette question-là, dont on entend énormément parler. Je suis pressé d'entendre vos avis. Est-ce que oui ou non, l'Estrade Bianche doivent devenir un 6e monument? On fera un détour pronostic Milan-San Remo, c'est dans une semaine ou un peu plus ou un peu moins, ça dépend un peu quand est-ce que vous nous regardez sur YouTube, mais ça arrive très fort, ça va être un premier monument donc forcément très intéressant. Et donc on terminera avec Bonif sur Paris-Nice et Tirreno Adriatico, des courses qui ont lieu en ce moment donc, et vous allez nous dire ce que vous attendez notamment de ces courses-là. Ça va être très intéressant. On part donc dans cette émission qui va être géniale, le retour dans le plateau de roue libre avec le focus sur l'Estrade Bianche. C'est parti. Le focus sur l'Estrade Bianche, on va voir donc cette course qui a eu lieu samedi. On était bien au chaud dans notre canapé. La première course de la saison, sincèrement cette course je l'adore, encore une fois je me suis régalé. Alors sur le scénario il y a énormément de questions à poser, mais on va voir le classement général final, enfin le classement final d'ailleurs d'Estrade Bianche avec la victoire de Tadej Pogacar, 37 secondes d'avance sur Alejandro Valverde et Casper Asgreen qui a donc terminé à 46 secondes. Voilà le podium. Attila Valter, première équipe française, premier représentant d'une équipe française. C'est une belle perf, on va en parler. Et puis pas de Français dans ce top 10. On se posera aussi la question s'ils sont passés à côté, si vous avez eu des déceptions ou non. Mais donc on va se concentrer sur cette victoire de Tadej Pogacar. Il y aura une palette aussi pour savoir comment il était parti. Sur la palette, Joseph. Ouais, la palette. Franchement, elle va être très intéressante. Robin, globalement, est-ce que tu as pris du plaisir devant cette course-là? Ouais, j'ai pris du plaisir. Quand tu as une course qui se décante à 50 km de l'arrivée, sur une course qu'on aime tous, 6e monument ou pas, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, on apprécie tous cette course. Franchement, quand ça part loin, qu'il y a une bagarre comme ça, en plus, il y a eu pendant un temps un suspense. Après, on a compris, oui, que Pogacar allait réussir à aller au bout, mais quand il part à 50 km, t'es pas sûr tout de suite que ça va fonctionner et que personne ne va le revoir. En tout cas, moi, de mon côté, Polo, il y avait un petit suspense. Donc non, moi, j'ai aimé cette course. Et puis même, on voit, tu vois, dans le petit bandeau, là, on parle de la chute d'Alaphilippe. Bah, ça a mis aussi du piquant dès la prise d'antenne sur Eurosport. Piquant, hein. Bah, pour nous aussi, en fait, il y a eu pas mal quand même de favoris qui ont été pris dans cette chute. On s'est demandé est-ce que ça va jouer sur le final. Mon favori, d'ailleurs, était pris dans cette chute. Exactement. Mon favori, non, mais ma petite cote que j'avais mis, Tige Benoît, et puis il est pas reparti. Donc j'ai vite été cuit au niveau pronostic. Mais en tout cas, oui, il s'est passé beaucoup de choses. C'était dur de s'ennuyer sur cette course-là. Après, forcément, il y en a qui n'aiment pas le dénouement. Il y en a qui sont pas fans de Pogacar. Forcément, ça leur fait pas plaisir de le voir faire un numéro de 50 km. Mais moi, pour le coup, j'ai passé un bon samedi. Un peu moins, Polo, en termes de ton côté de suspense. Oui, peut-être un peu moins, parce que voilà, moi j'aime bien Pogacar, j'ai bien aimé aussi la manière dont il a gagné, mais il faut avouer qu'à partir du moment où il attaque à 50 bornes de l'arrivée et qu'au bout de 5-10 bornes, et encore je suis gentil, tu sais et tu sens qu'il ne sera jamais rattrapé parce que tu vois les coureurs qui sont derrière lui, tu vois l'entente que ces coureurs ont entre eux, et tu sais que la messe est dite, quelles que soient presque les jambes de Pogacar. Pogacar a dit qu'il avait un peu mal aux jambes. Voilà, de toute façon, Pogacar, faut qu'il nous rassure un peu de temps en temps parce qu'il est quand même assez impressionnant depuis le début de la saison. Mais il s'est posé la question, peut-être 10 bornes après avoir attaqué, de savoir si c'était une bonne idée d'y aller tout seul. Voilà, je pense qu'il avait juste à regarder un peu quels étaient ses adversaires derrière pour se rendre compte que c'était une bonne idée, avec des mecs qui ont quand même bien retenu leur coup de pédale par moment. Voilà, le panache a payé, mais le fait est que ça nous a donné quand même 50 derniers kilomètres un peu ronronnant, quoi. Pour rappel, Polo, c'était quoi ton favori? C'était qui ton favori? Je me souviens plus. Robin, c'était qui toi? Moi, j'avais dit Pogacar favori, Benoît en grosse cote.
Moi, j'avais dû dire Alaphilippe ou Pogacar aussi. Mais ouais, c'est ça. Je crois que tu avais dit Alaphilippe. Il ne semble pas avoir pris un risque démesuré pour cette course. Donc voilà, on peut dire que j'ai été pas mal si j'ai dit Pogacar. Après, c'est une course qui est très sélective et notamment cette dernière montée qui forcément amène à des pronostics sur des coureurs qui sont très très forts. Donc c'est sûr que Alaphilippe et Pogacar étaient en tête de la liste des favoris. Les gars, du coup, on va partir tout de suite sur la palette qu'on a commencé à voir avec le premier événement important, Robin, qui a été cette chute du coup d'Alaphilippe. Et on s'est beaucoup demandé quelle était la raison de cette chute. Est-ce que c'était un hélicoptère ou non? Mais en tout cas, il y avait énormément de vent sur cette édition et ça a été le premier élément très important. Oui, d'après les DS qu'on a un peu raconté, il y avait un vent vraiment très fort qui était de face et il y a eu un virage à gauche. Donc naturellement, le vent passe de côté. Et une bourrasque un peu plus forte que les autres a fait que certains coureurs sont partis au tapis. Et en fait, si on voit l'image, c'est le coureur d'Alpecin qui va tomber et créer la chute. Et il a décalé d'un mètre 50. Ouais, voilà. Alors apparemment, en plus, c'est une info qu'il y avait dans l'équipe, c'est qu'il avait les jantes hautes. Non. Il avait les jantes hautes de 60 mm pour les spécialistes, donc un peu plus dur à contrôler. Donc en fait, quand il s'est pris la bourrasque devant, en plus sur un chemin de terre où t'as pas la meilleure adhérence, il est parti à la faute plus vite que les autres. Et ce qui entraîne la chute d'Alaphilippe qu'on voit là qui est entouré en rouge. Alaphilippe qui fait un beau saut sur le coup, il fait en plus après sa chute, il fait un petit saut en avant pour éviter de se prendre tous les mecs qui sont en train de lui tomber dessus. Un beau saut de grenouille, ouais. Honnêtement, c'est assez intelligent parce que sinon, je pense qu'il se prend 3-4 mecs sur le dos. Et donc on voit en fait sur cette image, il y a Alaphilippe qui est par terre et avec son vélo qui est tout seul sur la droite, qui va mettre un petit peu de temps avant d'aller reprendre son vélo, voir si tout va bien, s'il peut repartir. Et il y a Pogacar qui lui est sur la gauche de l'image, il est tombé aussi. Et par contre, on voit là, sur l'image, il a déjà le vélo à la main et en fait, il est déjà prêt à repartir. C'est là qu'il y a une première différence, c'est qu'Alaphilippe, du coup, il va repartir avec quasiment 2 minutes de retard sur le peloton, alors que Pogacar, lui, il repart immédiatement. Il est un petit peu amoché, mais il est quand même tombé moins sévèrement qu'Alaphilippe. Et surtout, il n'a pas à faire une poursuite derrière, quoi. La première chose qu'on a vue, Polo, c'est que cette chute, mais Alaphilippe en plus était parfaitement placé. Il ne peut même pas s'en vouloir de rien du tout quoi sur cette chute. Il peut absolument rien faire. Il est fauché. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai tweeté pendant la course. C'est que c'est un tacle glissé parfaitement maîtrisé du coureur Alpecin. L'arbitre a décidé de laisser jouer. Voilà, c'est hélas la vie. C'est un peu l'histoire aussi de Julien Alaphilippe. Parfois attendu sur des grands moments. Il a une malchance terrible et qui peut aussi jouer de malchance. Je pense au Tour des Flandres. Je pense aussi. Et c'est exactement le même soleil que sur le Tour des Flandres. Ouais, à la limite, sur le Tour des Flandres, c'est un peu plus de sa faute. C'est un peu plus de sa faute, c'est clair. Mais sur Strade Bianchi, il y a 2 ans notamment, il crève 2-3 fois, je crois, en l'espace de 10 km. Voilà, c'est la vie de Julien Alaphilippe. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est d'avoir eu peur qu'il se blesse, justement. Ça avait l'air d'aller. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de Tirreno aussi, parce que c'est une des choses que je voulais voir cette semaine. Ça tire encore un peu. Mais en tout cas, lui, il est tourné vers la suite, etc. Donc c'est le plus important. Après, moi, c'est peut-être là que tu voulais aller, Joëf, après. À partir du moment où je le vois chuter, je le vois avoir 2 minutes de retard sur le peloton et voir les efforts qui reviennent, je savais que c'était terminé pour Julien dans cette course. Justement, on va avancer. Que s'est-il passé après Robin? Comment s'est réorganisé la course? Alaphilippe a fini par revenir avec l'aide notamment de Mickaël Honoré qui a fait un gros boulot et de Peter Seri. Il est revenu, ça lui a coûté forcément, ça a pris surtout un certain nombre de kilomètres, je crois que ça lui avait pris 20-25 km de poursuite. Et ensuite on arrive en fait très rapidement dans les secteurs clés et c'est là que la course va se jouer. Et au début de ce secteur clé qui a une 50aine de kilomètres de l'arrivée, Alaphilippe paraît bien, c'est d'ailleurs lui qui met la première accélération. Tu sais pas trop s'il attaque vraiment ou s'il veut tester un peu ceux qui sont dans sa roue, mais c'est lui qui accélère en premier. Si on a, l'image là elle est parfaite. Il étire tout le monde. On voit que derrière, ils sont pas faciles dans sa roue. Ils sont quand même un peu ils sont employés, disons. Et Pogacar, en fait, juste avant ça, était beaucoup moins bien placé, aux alentours de la 10e place. Et au moment où Alaphilippe accélère, dans sa roue, il y en a qui coincent un petit peu, notamment Simon Clark, qu'on voit là en 4e position. Et Pogacar fait l'effort une première fois là pour revenir se placer dans la roue d'Alaphilippe. C'est un premier moment important parce qu'il sait du coup qui il a à surveiller. Et il se replace vraiment dans les 2-3 premières positions du peloton, ce qui va lui permettre ensuite de placer son attaque. Ce qui a été, on a été un tout petit peu rassuré en voyant Alaphilippe revenir comme ça. Il a fait quoi, Paul? Il a essayé de se tester, de tester les autres. Quand tu le vois rentrer comme ça, t'es rassuré, oui et non, parce que c'est un espoir de fou que t'as. Le mec vient de faire une poursuite terrible de 25 bornes, pendant qu'un Tadej Pogacar, par exemple, ou un Tim Wellens, qui avait l'air bien aussi à ce moment-là de la course, faisait presque de la roue libre. Donc on pouvait espérer qu'il fasse quelque chose, mais à partir du moment où il se met autant en avant comme ça, avec les efforts qu'il fait, en fait, tu le sens qu'il bosse pas pour lui, qu'il bosse pour un peu exciter la concurrence et aussi qu'il essaie de préparer le terrain, qu'il essaie de durcir
pour Kasper Asgreen. D'ailleurs, Kasper On voit là à Asgreen, l'image, c'est le moment où Pogacar se replace justement Ouais. quand Alaphilippe accélère. mais du coup, je trouve que c'était malin de la part de la Quick-Step déjà de faire croire qu'Alaphilippe était bien à ce moment-là, de tester aussi les adversaires, de voir qui était bien, qui ne l'était pas, et en fait d'essayer d'ouvrir la voie à Kasper Asgreen qui était beaucoup mieux que la semaine précédente sur les premières classiques belges. Donc j'ai un peu déçu de le voir un peu mettre le clignotant, mais pas surpris parce qu'il n'a pas fait la même course que les autres finalement à ce moment de la course. On avance, Robin, et on va voir en fait qu'il y a une espèce de flottement derrière cette semi-attaque d'Alaphilippe, des semi-attaques aussi d'Outsider. On sent qu'il y a un moment où personne ne prend vraiment la course en main. Ouais, alors si je me trompe pas, Pogacar à ce moment-là, il accélère un petit peu lui aussi, voir comment ça réagit. Et il y a un replat après cette petite bosse où Alaphilippe a fait le premier effort. Et on va voir l'image. Normalement, il y a un petit groupe, voilà, de nouveau compact. Là, Pogacar, il a placé une première accélération, mais qui est pas encore trop violente. Enfin, qui est violente, mais qui n'a pas encore décroché ses adversaires. Et on voit dans la roue, là, alors avec les arbres, on voit pas très bien, mais on a Simon Clark en deuxième, on a Quinn Simmons troisième, et c'est Alaphilippe quatrième, là, avec son maillot de champion du monde. Donc, à ce moment-là, on a un moment, une portion descendante, et tout le monde est encore dans la roue de Pogacar. Mais c'est là qu'il va faire la différence, parce que les autres ont un peu en fait besoin de souffler, et lui, il va continuer. Il va continuer d'accélérer et faire un petit trou finalement dans cette portion descendante. C'est incroyable. Et là, le trou qui se fait à ce moment-là, au début, on pense qu'il n'est pas irréversible parce qu'il y a vraiment que quelques mètres. Et en plus, c'est en portion descendante. Et derrière, tu as un groupe d'une quasiment une dizaine de coureurs. Tu te dis, c'est pas très compliqué encore de revenir sur Pogacar. Et finalement, quelques centaines de mètres plus loin, je crois que là, il y a 100 mètres d'écart entre la capture d'avant et celle-ci. On voit déjà qu'il y a un trou. On retrouve les trois mêmes derrière, mais là, qui du coup sont déjà beaucoup plus loin. Et en fait, Pogacar va juste continuer comme ça. Et en 300-400 mètres, il va faire un trou que plus personne ne sera capable de bouger. Ouais, il y a 300 mètres pour être tout à fait exact. Et c'est vrai, Paul, que attaquer à 50 km en phase descendante, ce sont deux éléments qui prêtent un peu à l'étonnement, quoi. Et on se dit, bon, soit il est complètement fou, soit il est très très fort. C'est ce qu'on se dit de toute façon avec Pogacar depuis maintenant 2 ans. On repense à son Tour de France et à la manière dont il a attaqué sur la première étape de montagne. C'était à plus de 30 bornes, je pense, de l'arrivée. Il aime faire ça, il a envie de faire ça, il a envie de jouer. Mais moi, ce que je trouve impressionnant, et vous l'avez dit, c'est d'attaquer en descente. Le braquet qu'il a mis, les mecs ont essayé de poursuivre derrière. On voit Alaphilippe. Moi, je pense que l'erreur derrière Pogacar, c'est de trop avoir regardé Alaphilippe. Et ça fait quoi? Ce que je disais il y a 2 minutes, c'est qu'on parle d'un coureur, certes, qui a un talent extraordinaire, mais qui vient de faire 25 km de poursuite, qui a mal au dos, qui a chuté lourdement. Je pense que pour les adversaires de Pogacar à ce moment-là, l'erreur, c'était de se focaliser sur Alaphilippe. Je pense à Valverde notamment, coutumier du fait. Je pense aussi à d'autres qui étaient peut-être un peu plus justes que lui, mais qui vont plutôt essayer de regarder à qui mettrait le coup de pédale le Je pense coup que de pédale certains le aussi, moins. Polo, on les attendait pas là, ils étaient au max. Quand tu vois bien Simon sûr, Clark et ça- et Simmons, à mon avis, ils étaient vraiment au max de leur capacité, ils peuvent pas mettre un coup de pédale. C'est ça, et il y a aussi cette question de la concurrence qu'on abordera peut-être en conclusion de cette course, mais voilà, Pogacar a battu aujourd'hui Valverde, il a battu Attila Valter, il a battu Kasper Asgreen. On n'est pas sur du Van Der Poel, on n'est pas sur du Pidcock, on n'est pas sur du Van Aert. Enfin voilà, c'est un autre débat, mais ça n'enlève rien au panache déjà d'attaquer à 50 km de l'arrivée, d'attaquer en descente et de rendre impossible le fait de pouvoir prendre sa roue sur une phase descendante. Ça joue quand même forcément sur le scénario, tu l'as bien dit. Si tu as Van Aert et Van Der Poel sur cette course, ou si tu as un Alaphilippe qui n'est pas tombé, donc il n'y a pas forcément les petites douleurs, et en plus la poursuite de 25 km, je pense qu'au moment de l'attaque de Pogacar, c'est pas tout à fait la même histoire. Peut-être qu'il gagne de la même façon. En tout cas, je pense peut-être qu'il gagne, mais pas de la même façon. Je pense qu'il aurait été suivi pendant un certain nombre de kilomètres, peut-être qu'il aurait fait la différence plus tard. Donc c'est très beau ce qu'il a fait, mais en effet, il manque quand même quelques-uns de ses habituels concurrents, en tout cas sur les classiques, puisqu'il est de plus en plus en train d'être un homme de classique. Et là, il manquait quelques spécialistes. Alors on va avancer un tout petit peu plus vite dans cette tablette, Robin. Cette palette. Entre-temps, oui, palette. Entre-temps, il y a Alaphilippe qui ralentit, qui coupe son effort. Je voulais me concentrer notamment, Maxime, si tu peux aller sur Strade Bianche que Rodriguez poursuit. Parce que ça va être un des éléments les plus importants. Et Vincent Lavenu, notamment le manager d'AG2R, disait après la course, et il pointait potentiellement une erreur tactique d'Ineos, qui avait 2 coureurs qui étaient dans les meilleurs, de ne pas avoir rappelé Rodriguez. Comment est-ce que tu as interprété, analysé, toi, cette manière de courir de Rodriguez, décider d'aller chercher un Pogacar en face à face? Mais quand tu vois là sur cette image à quel point il est proche, tu te dis que ça valait le coup d'essayer, parce que pour le coup, là, il est vraiment pas loin. Et s'il arrive à boucher, je sais pas combien il y a là, mais 10-15 mètres, s'il arrive à boucher ça,
Après, il est dans la route Pogacar et évidemment, il lui donne pas un relais. Il lui dit toi, t'es Pogacar, t'es le plus fort, moi je suis cramé, j'ai tout donné pour revenir dans ta roue. Maintenant, tu fais le boulot. Et Pogacar, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon, bah, il aurait bossé tout seul en attendant que Rodriguez accepte de passer Ah oui, un mais relais. je vais aller un peu plus loin. Aller chercher Pogacar aurait forcément nécessité, Paul, un énorme effort. Et derrière, battre Pogacar en ayant roulé pendant 5 km sur lui, c'est quasiment quand même mission impossible. Il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école de ceux qui sont restés derrière. Il y en a, hein, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui eux ont plutôt misé sur cette tactique de roulons groupés pour se donner la meilleure chance de revenir. Le fait est que ça n'a pas marché. Là, Carlos Rodriguez, dans ce comportement, je vois un mec qui a des couilles. Hein. Déjà, ça c'est cool. Et surtout, quelqu'un qui a tout donné pour se donner une chance de gagner. Moi, je suis désolé. Même si c'est à 50 km de l'arrivée, même si c'est sur les Strade Bianche, quand tu vois Pogacar attaquer à 50 km de l'arrivée, tu prends le risque de perdre la course. Et moi, je suis désolé, tous ceux qui ont suivi et qui avaient peut-être les jambes à ce moment-là de tenter de faire le jump pour suivre Pogacar et qui n'ont pas pu le faire ou qui ont hésité à le faire parce que Alaphilippe l'a pas forcément fait ou d'autres favoris l'ont pas forcément fait, et ben c'est des gens qui pour moi jouaient déjà Ce qui est sûr, c'est perdu. que Rodriguez, s'il reste derrière avec les autres, il a perdu aussi. Et ben voilà, exactement. C'est ça. Et moi, c'est en ça que j'en veux pas à Carlos Rodriguez, c'est qu'il a tenté son va-tout pour suivre Pogacar là où d'autres l'ont pas fait, et les autres qui l'ont pas fait, pour moi, jouaient Surtout, déjà battus. Il y a un Dans la moment où tête, il a en tout cas. insisté et où c'était cuit. Pogacar était déjà parti loin, mais sur l'image qu'on voit là, pour le coup, il était vraiment proche. C'est lui qui est le plus proche de retourner sur Pogacar, de faire ce jump. Et s'il le fait, c'est fini. Il ne les revoit plus. Et il s'assure au pire une deuxième place, sachant qu'il peut dire à Pogacar, vas-y, roule pendant 50 km. Moi, je ne ferai rien. Bah, qu'est-ce qu'il va faire Pogacar? Il va faire la même chose parce que après avoir fait son attaque et avoir fait un bout de chemin tout seul, il va pas se relever et attendre que les 10 derrière rentrent sans avoir rien fait. Donc il aurait continué à rouler. Rodriguez, c'est un petit jeune pour l'instant qui a pas du tout le statut de Pogacar. Ils ont le même âge que Pogacar. C'est vrai, mais je crois qu'ils ont 21. Il n'a et pas le même statut quand même. De 21. Donc il peut se permettre de la jouer comme ça. Et si ça avait marché, il serait arrivé au pied de la dernière bosse avec un Pogacar qui avait 50 bornes de chrono dans les jambes et lui qui avait fait 50 km derrière Pogacar. Je sais pas si Pogacar se serait débarrassé de lui aussi facilement. Mais d'ailleurs, Pogacar a montré des signes de faiblesse parce qu'à 10 bornes de l'arrivée, l'écart a un peu baissé. Comment est-ce que vous l'avez perçu cette baisse? Est-ce que selon toi, Paul, ça a été, il était vraiment mal ou on le voyait, il était en train de se toucher le dos. C'est étiré un peu, ouais. Il y a eu quand même un moment de flottement bah, autour de. il se tire le dos à 2 km de l'arrivée. Je pense qu'il en avait un peu plein les bottes et c'est normal. L'effort qu'il a fait est surhumain. Et en même temps, derrière, ils étaient dans le même état, mais juste plus loin. Donc moi, je pense qu'il a géré, il a géré son effort. Je pense qu'on a dû aussi lui dire de gérer son effort parce que c'est quand même pas une course de cadet. C'est une course, c'est une des plus belles courses World Tour du peloton avec de sacrés concurrents derrière, des concurrents qui ont de l'expérience. Je pense que voilà, un moment, je pense qu'en plus ça correspond à un moment où avec Kasper Asgreen, ça a un peu vissé derrière. L'effort a été fait pour tenter de revenir. Mais il avait déjà une telle avance qu'il pouvait se permettre, je ne sais pas si c'est de la gestion, mais en tout cas, il pouvait se permettre de perdre un peu de quand temps. tu pars à 50 km, tu dois le gérer ensuite comme un contre-la-montre. Le but, c'est de lisser le plus possible ton effort. Il avait réussi à faire un écart dans le secteur de chemin blanc qui était difficile, de faire un écart de quasi 1 minute. Bah derrière, il fallait essayer de garder cet écart. Ça ne sert à rien de mettre tout le monde à 3 minutes. Si c'est pour craquer en plus 20 km plus tard, ça n'a aucun sens. Donc moi, je trouve qu'il a très bien géré. On sait que c'est un rouleur exceptionnel. On l'a vu au chrono. C'était où cette saison qu'il a... Tour UAE. Pogacar, Tour UAE, ouais. Voilà. On l'a vu de nouveau sur le chrono de Tirreno. Il perd 7 secondes sur Evenepoel et des 17 sur Ghana. On sait que c'est un excellent rouleur. Donc en fait, il a fait un chrono de 50 bornes après être parti tout seul. Il n'avait pas prévu non plus, ça je pense que c'est vrai quand il le dit, de partir tout seul. Je pense qu'il s'imaginait être suivi par un ou deux mecs. Et en plus, chez UAE, on n'avait pas prévu d'attaquer si loin. C'est Pogacar qui a pris la décision tout seul, mais Gianetti, son directeur sportif, à l'arrivée, il expliquait que chez UAE, ils étaient un petit peu inquiets quand ils l'ont vu attaquer si loin. En plus, partir tout seul, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, finalement, il se trouve qu'il a réussi, mais c'était pas tout à fait le plan. Et je pense que Carlos Rodriguez a très bien fait d'essayer d'aller le chercher. Je pense que les autres derrière, ils étaient juste trop justes et moins forts que Pogacar. Et que la même course avec Van Aert et Van Der Poel en plus, et Pidcock, c'est pas la même chose, mais il faut quand même tirer notre chapeau à Pogacar pour la course qu'il a fait. Les gars, je voudrais aussi rappeler que dans la petite roue sur Twitch, vous aviez choisi de parler du chiffre 41, qui était donc l'âge de Valverde. D'ailleurs, je me demande si c'est pas 42. C'est bientôt 42. C'est bientôt 42. 25 avril. Ah, bon.
incroyable, quasiment 42, qui avait déjà gagné le Grand Camino cette année, mais effectivement, il est encore plus en forme. On a un peu parlé de Valverde la semaine dernière, du coup, mais Paul, je t'ai vu noter sur Twitter notamment quelque chose sur Kasper Asgreen, qui prouve aussi qu'il est en forme, et ça va être très intéressant de le voir à ce niveau-là. Kasper Asgreen, oui, quand je le. Parce qu'il a bossé pour Alaphilippe aussi. Connaissant son profil, il n'a pas trop bossé pour Alaphilippe. Un petit peu. Si c'est à un moment, c'est lui qui prend c'est le premier à prendre à tirer le peloton au moment où Pogacar part. Non, c'est Alaphilippe qui fait la poursuite, sur Pogacar, et le mano à mano, c'est entre les deux. Asgreen à ce moment-là est en retrait. Robin, dis-moi si je dis Je une crois que bêtise. c'est Alaphilippe en effet, mais Ouais. en fait, il y a un moment où on a eu un doute. Est-ce qu'Alaphilippe bosse pour lui ou bosse pour C'est Asgreen? ça. On a compris plus tard qu'il bossait pour Asgreen, mais il y a un moment où c'était pas tout à fait évident non plus qui allait être le numéro 1 chez Quick-Step. C'est aussi après leur rôle d'en jouer, puisque en ayant 2 ou voire 3 leaders selon les courses, enfin 2 ou 3 coureurs capables d'aller chercher la gagne, le but c'est d'en profiter et de semer le trouble un peu chez les adversaires. Si tu annonces dès le départ que Asgreen va se mettre à la planche pour Alaphilippe, il y a plus trop de tactique. Non, mais par contre, pour faire un dernier mot sur Asgreen, on l'a vu vraiment dans l'indifférence la plus totale en Belgique la semaine dernière. Il revenait du Covid. Il revenait du Covid. Je trouve que la progression est fulgurante en une semaine et annonce que du bon pour lui et pour la Quick-Step, un peu moins pour ses adversaires, pour les grandes échéances de mars et avril, qui sont ses objectifs de la saison, notamment avec un Tour des Flandres, un titre sur le Tour des Flandres à défendre. Moi, sur les chemins de terre, sur les portions à fort pourcentage, il m'a impressionné aujourd'hui. Surtout dans les Aujourd'hui, pourcentages. samedi, pardon. Oui, samedi. Franchement, c'est un Asgreen que j'avais jamais vu encore. Ça prouve l'étendue du talent de ce coureur, et j'ai déjà hâte de le voir sur les Flandriennes, du coup. Un mot des équipes françaises et des coureurs français. Alors on va voir, vous allez parler d'Attila Valter dans une seconde, mais juste avant, on va voir le classement des Français pour voir que c'est une édition qui ne restera pas dans l'histoire, parce que le premier Français c'est Warren Barguil, et on voit donc Alaphilippe qui termine très loin à un peu moins de 10 minutes, et Thibaut Pinot aussi qui n'a pas du tout été dans la bagarre. Oui et non, ça a été compliqué quand ça a vissé, mais bon, après Il n'a pas été dans la bagarre. Non, mais qu'est-ce qu'on attend Non, ça je suis d'accord avec Polo, c'est que moi je l'attendais pas. Moi je l'attendais là. Je l'attendais là, voilà, se montrer un peu jusqu'à ce que ça visse entre les meilleurs. C'est pas montré, c'est juste que tu le regardes tout le temps. Moi je cherche Thibaut Pinot à chaque fois qu'il est dans un peloton. Oui, ça c'est un fait. Mais par contre, là où Pinot, je suis pas surpris, parce que je pense qu'un peu comme Alaphilippe, à la fin, il a quand même dû lever le pied. C'est Benoît Cosnefroy que j'attendais bien meilleur. Warren Barguil, voilà, je m'attendais pas à beaucoup mieux de sa part, mais Benoît Cosnefroy, au vu de ce qu'il avait montré notamment la semaine d'avant en Dromardèche, je m'attendais à le voir peut-être au niveau d'un Wellens ou un truc comme ça. Ça aurait pas été surprenant. Je suis un peu déçu de sa part, et lui aussi était déçu après la course. Donc moi, ma grosse déception là, c'est de voir Cosnefroy aussi loin, quoi. Heureusement, j'ai envie de dire qu'Attila Valter sauve un peu l'honneur français, parce qu'il fait une très belle course. 4e, Attila Valter. Ouais, il est ressorti à contre-temps. J'imaginais pas aussi haut. Il est ressorti à contre-temps dans le final quand la bagarre pour la victoire était jouée. Mais il est revenu sur le groupe des poursuivants battus. Et il est allé les régler au sprint en haut de Sienne. Donc non, franchement, il a fait une belle fin de course. Et puis surtout, avant de faire une belle fin de course, il fallait être placé dans ce groupe-là et avoir fait le job jusque-là. Donc ouais, une satisfaction pour la Groupama FDJ, surtout dans un début de saison où il n'y a pas non plus d'énormes résultats pour eux. Il y a eu la victoire de Gaudu, bien sûr, mais voilà, ils cherchent un petit peu aussi les points positifs. Ça doit faire plaisir d'avoir une belle place d'honneur de Valter comme ça. Voilà, on a terminé avec ce focus sur les Strade Bianche. On va continuer un peu à parler des Strade Bianche rapidement. On va se faire un petit débat pour savoir si cette course mérite d'être le 6e monument du cyclisme mondial. C'est parti. Ça a été en ce moment l'une des grandes questions, parce que, vous le savez, il y a 5 monuments dans le cyclisme mondial, et il y en a un qui toque à la porte. En tout cas, ça fait très peu longtemps qu'il existe, parce que c'était seulement la 14e édition des Strade Bianche, mais beaucoup le réclament. Donc je voulais avoir un peu votre avis, les gars, oui ou non. En commençant par toi, Robin, est-ce que tu penses que les Strade Bianche doivent être un 6e monument? Pourquoi tu rigoles? Parce qu'en fait, je sais que tu sais ce que je pense, mais moi je suis pas totalement au courant moi, je sais ce que Paul de ton avis. Je veux savoir ce que toi tu penses d'abord. Non, moi je pense que les Strade Bianche ne doivent absolument pas être un 6e monument. Pour plein de raisons qu'on va pouvoir détailler, mais c'est une course qui n'entre pas du tout, qui ne remplit pas du tout les critères
pour être un monument. Et surtout, je n'ai absolument pas envie du tout qu'on touche à ces 5 monuments qui sont un mythe dans le cyclisme, qui font partie du vélo. Et si on en met un 6e, on dérègle tout. Voilà. C'est la réponse concise de Robin. Bah, moi, je suis d'accord avec lui. Et c'est pour ça que le débat, que je t'avais dit que le débat serait court. T'es d'accord avec moi ? Ouais, j'ai changé d'avis parce que je pense qu'on en avait déjà parlé notamment il y a 2 ans, Ouais. tous les trois. Et j'étais un peu hypé, notamment par la victoire de Julien, de Julien et Philippe. Enfin, c'était il y a 3 ans. Ah, si maintenant, Pinot Julien. avait gagné, on mettait l'Estrade Bianchi Bien sur sûr, le monument. mais ça, c'est un autre débat. mais bien sûr, on va en parler rapidement. Mais il y a trop d'éléments qui font que l'Estrade Bianchi ne peuvent pas être pour l'instant un monument, parce que tout peut évoluer. Et surtout, est-ce qu'on a besoin d'un 6e monument ? Je ne suis pas sûr. J'avais Là, prévu plein d'arguments pour te rentrer dedans et tout, il servent à Ah bah rien. ouais, non, mais là, j'aurais pu rendre le débat un peu sympathique et dire Non, mais moi, je peux le rendre, que t'inquiète pas, Stade parce que Bianchi- je pense qu'il doit être un 6e Non, monument. mais voilà, Joseph, franchement, je pense qu'il représente une grosse partie aussi de Ah oui, ce genre de bah, vélo. pas Je pense qu'il y a qu'une du monde grosse qui partie, voudrait- notamment qui une voudrait grosse l'avoir. partie des coureurs. Alors, il y a eu une enquête de l'équipe, notamment autour de cette question-là. Et vous allez voir ce que l'équipe en a ressorti. Donc, Max, il y a un tableau tout en bas du Tinote, la slide environ 32 ou 33, qui s'appelle Qu'est-ce qui rend un monument spécial ? En gros, et c'est les coureurs qui ont répondu. Donc, il y en a 381 qui ont répondu à cette question-là. Qu'est-ce qui rend un monument spécial ? 211 disent la réputation, 161 disent la difficulté, 131 disent l'ancienneté et 72 disent la Vous distance. pouvez sélectionner plusieurs réponses, hein, parce que sinon ça fait pas. Oui, effectivement. Les calculs sont Il pas y a bons, eu une Kevin. deuxième question qui a été posée et qui est cette fois un peu plus ciblée. Quelle course peut devenir le 6e monument ? C'est la slide qui est juste en dessous. Et du coup, là, très clairement, l'Estrade Bianchi sont la première réponse parce qu'il y en a 204 qui disent l'Estrade Bianchi. Il y en a 100 qui disent absolument aucun, donc ils sont plus dans le statu quo comme vous le demandez. Et après, il y en a 22 qui disent Amstel et 22 qui disent Classica San Sebastian, sûrement des Hollandais et des Espagnols. Mais il y en a quand même 204 sur 381 qui demandent l'Estrade Bianchi. Alors, moi, du coup, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je pense qu'il faut très clairement analyser cette question, peut-être pas dans les années à venir, mais aujourd'hui, les Strade Bianchi sont une course qui pèsent, déjà qui sont populaires dans le peloton, qui sont populaires médiatiquement, et j'ai un peu de mal avec cette Mais ça vision peut très du bien statico. Ça- Tout de suite, pourquoi toujours rester avec 5 monuments ? Si tu me parles d'en enlever un pour ajouter les Strade Bianchi, je suis pas pour. Par contre, en rajouter un, pourquoi pas ? Pour permettre à une course qui est hyper populaire d'avoir médiatiquement encore plus. Est-ce que le cyclisme en a pas besoin Non, je aujourd'hui ? pense qu'en fait, si tu rajoutes un monument, tu dévalues les monuments. Le principe de monument, c'est un truc qui bouge pas, quoi. C'est comme les 7 merveilles du monde, t'en rajoutes pas une tous les 4 matins, tu Et vois. typiquement, les 7 merveilles du monde changent. Il y en avait 7, elles ont changé. Non, il y en avait 7. Il y en a, elles avaient 3 milliards d'années, on en a juste mis des récentes, c'est tout. Mais non, on les a complètement changés. Oui, voilà, on a fait tout deux listes. changé. Donc les monuments ad vitam aeternam doivent rester les 5 monuments Non, mais- pour toujours dans le Ad cyclisme. non, vitam la- aeternam, non, mais regarde, la question aujourd'hui, déjà, je pense que malgré tout, juste sur le sondage en lui-même, le fait de demander la semaine avant l'Estrade Bianchi quel monument doit être le 6e, bon, malgré tout, t'influences un tout petit peu parce que t'es dans la semaine où tout le monde est hypé par l'Estrade Bianchi. Et ensuite, le fait de demander quel est le 6e monument et de mettre aucune en proposition, je pense que ça incite plus à donner un 6e monument qu'à dire aucune. Si tu poses la question, est-ce qu'il faut un 6e monument, oui ou non, je suis pas sûr que tu aies une telle proportion de oui et de non. Ouais, mais quand bien même, on demande aussi à des coureurs. Des coureurs, c'est quoi ? C'est des personnes, des sportifs qui ont entre 20 et quoi 35, 40 ans, disons. 42 ans pour certains. entre 20 et 42 ans, 41, presque 42. 18 et 42. C'est des coureurs aussi qui parfois ont un rapport au cyclisme, à son histoire, qui n'est pas forcément le même que certains suiveurs. Chacun a son avis. Moi, mon avis, indépendamment des coureurs, c'est que pour moi, pour que ce soit un monument, déjà, il y a un contexte historique, tu vois. Les gens ont parlé de qu'est-ce qui fait un monument, enfin, je ne sais plus exactement quelle était la Oui, tournure de question. Quel est le critère, hein. Et le critère principal, c'est la réputation. Mais la réputation, c'est quoi ? C'était un mix de tous les autres critères qu'il y avait derrière. C'est l'histoire, c'est la difficulté, c'est aussi le kilométrage. Et moi, je pense que, ne serait-ce qu'avec l'histoire, tu vois, on voit derrière toi, Joseph, la longueur du Tour de Lombardie, 240 km. Les Et Strade le haut Bianchi, de monuments. les Strade Bianchi, c'est 186, c'est 186 bornes. Déjà, Alors il y a- ça, j'entends. Déjà, il y a ça.
Mais est-ce que tu peux, Il y a est-ce l'histoire. qu'en rajoutant ça, moi j'entends tout à fait cet argument de la distance, mais il suffit juste de rajouter 70 bornes au Strade Bianche. Bah, si c'est pour mettre 70 bornes de plat au début, juste pour qu'on arrive à 240. Bah, c'est un pas monument. exactement ce qui se passe Et sur au-delà de ça- d'autres monuments. Et c'est surtout que Non, ça, parce que c'est ça pas a toujours le. été comme ça. Là, c'est pas le le fait de principal rajouter des arguments. 60 bornes pour dire allez, on va Non, en c'est faire pas un le monument, principal. il faut rajouter 60 bornes. C'est Bah, bizarre. si vous prenez la distance à ce moment-là, oui, apparemment c'est ça. Si c'est la C'est distance pas qui est l'unique importante. critère. c'est Mais pas oui, l'unique critère. et c'est peut-être le plus petit. Le plus gros, c'est l'histoire. Il y avait l'autre chiffre qui était derrière toi, Joseph, c'est 109 ans. C'est la date, c'est l'âge pardon du monument le plus jeune, qui est le Tour des Flandres. Et les Strade Bianche, tu l'as dit, c'est à 15 ans. Donc pour moi, c'est une énorme différence. Et il y a quelques années, si on se rappelle, on parlait de l'Amstel Gold Race comme un potentiel 6e monument, parce qu'on avait eu un enchaînement d'éditions assez incroyable sur l'Amstel, et on se disait, ah, c'est vraiment incroyable comme course, il faudrait que ce soit le 6e monument. Mais en fait, tout ça, c'est des cycles. Il y a des moments où on a des courses incroyables sur l'Amstel Gold Race, et on se dit, ah, il faudrait que ce soit un 6e monument. Et après, pendant un an ou deux, on va s'ennuyer de fou. Mais non, sur mais je suis l'Amstel, pas d'accord. Et le parce que- débat, Je suis il pas est zappé d'accord parce que complètement. l'Amstel, c'est pas le parcours forcément qui crée le fait que ce soit une course géniale à suivre. Là, les Strade Bianche, c'est réellement le parcours, la région. Tu ne peux pas perdre ce parcours-là en fait. Là où Oui, sur parce que tu l'Amstel, prends- c'est les courses. Si tu prends, c'est les coureurs qui font la course. L'Amstel, c'est aux Pays-Bas, pays de cyclisme parmi les Mais les l'Italie cyclistes. aussi. C'est une course qui oui, fait mais l'Amstel aurait c'est- aussi des arguments en théorie. C'est pour ça, être un c'est monument. une course qui même pas maintenant parce que maintenant elle est un peu réduite, mais c'est une course qui historiquement fait plus de 250 bornes. C'est une course qui a vu des grands moments d'histoire, tu vois. Il y a 60 ans Je d'histoire. pense, je pense notamment là, à Philippe Gilbert rapidement, mais c'est une course qui a été gagnée notamment par Bernard Hinault, par Yann Rass a gagné, Zotemelk, Yann Rass a gagné 5 fois, Zotemelk l'a gagné à 41 ans. Il y a des Et, trucs un peu fous sur cette course aussi. et même récemment, avec la victoire de Van Der Poel extraordinaire, dans l'une des peut-être les plus belles courses, je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a d'autres courses qui ont d'autres arguments, et peut-être des arguments tout aussi forts que les Strade Bianche, qui n'en sont pas, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, tu me dis, les Strade Bianche, c'est au niveau d'une Flèche Wallonne, d'une Amstel Gold Race, et c'est OK. Et on verra par la suite. C'est des courses quand même, tu vois, et Robin l'a dit, je crois que c'est 66 l'Amstel Gold Race, et on parle même pas encore de monuments. On a voulu en parler à un moment, dans un effet de mode, mais on n'en parle plus. Et Attendons un surtout, peu. si tu ouvres, ensuite, c'est 5 monuments. Et tu dis, on en met un 6e. Et puis, c'est les Strade Bianche. En plus, du coup, tu acceptes d'ajouter un monument qui a une course qui a 15 ans. Ça veut dire que les critères pour être un monument volent en éclats. Et c'est la porte ouverte derrière à ce que tout le monde demande à être monument. Et si tu mets les Strade, pourquoi tu vas pas mettre l'Amstel? Et pourquoi tu vas pas mettre la Flèche? La Flèche, ça va être super chiant la plupart du temps. C'est quand même mythique, ce mur de Oui, huit. mais c'est mythique, mais c'est chiant. Et Très souvent, c'est chiant. Et là, ça Bah, fait. Paul, il a pas kiffé ça les fait Strade Bianche 15 ce week-end. Ça fait, Ouais, ça fait 15 ans que cette course existe et tu as déjà. Tu t'es pas régalé tous les énormément- ans. Quand c'est Moreno Moser qui gagne en 2013, personne ne regardait. Mais tu commençais à la aujourd'hui- découvrir. Pour le coup, aujourd'hui, c'était on est vraiment sur- très très jeune. Là, C'est la moitié de l'année, c'est la moitié de l'existence des Strade C'est vrai. Bianche, personne ne regardait. Mais ça fait 5 ans que c'est incroyable. Tu as déjà des images qui 5 te ans, restent voilà. clairement dans la tête. 50 Moi, monument. je C'est pense normal, que c'est là, parce on que voit c'est la depuis photo- que RCS a relancé ses courses. On voit la photo derrière. Moi, je pense que là où j'ai vraiment commencé à me plonger sur la Strade Bianche, c'est sur la victoire de Tige Benoît. Et depuis là, j'ai l'impression que depuis la victoire de Tige Benoît, je trouve que cette course a pris en ampleur. Voilà, Et donc il y a un mec qui gagne sous la boue, il y a un Français qui gagne. C'est une course lambda. Et- Quand Cancellara, sur le même profil, Cancellara allait gagner des courses avec 1, 2, 3 minutes Il a d'avance. gagné 3 fois en effet. Il y avait vraiment pas la même saveur qu'elle a aujourd'hui. C'est une course extraordinaire. Moi, c'est l'une de mes préférées de la saison en course d'un genre. Pas de problème, peut-être top 3 à discuter. Mais voilà, laissons-lui le temps et surtout, ne nous pressons pas à vouloir faire d'un monument une course aussi Voilà. jeune. Voilà. Alors pas moi, qu'elle le sera jamais. j'entends de pas en Mais faire En un, fait, si un tu sixième fais ça, monument maintenant. tu finiras avec 10 monuments et ça Mais va non, mais rien c'est dire. pas, non, forcément, Et surtout, les pas courses- forcément. les courses qui ne seront ça, pas c'est un monuments. argument. C'est pas Mais possible un argument t'es- parce que de toute façon, tu peux très bien. Moi, personne n'en demande un C'est autre. qui décide? Mais si tu ouvres, parce qu'aujourd'hui, personne ne pense être légitime pour ça. Mais si tu ouvres Strade Bianche, tu vas avoir d'autres organisateurs qui vont toquer à la porte. Mais non, évident. parce que c'est pas. Ils vont toquer à aucune porte parce qu'il faut avoir le Déjà, peuple. qui décide que Il c'est faut un avoir les monument? coureurs, C'est il quelque faut chose avoir d'assez médiatiquement être mystique, porté. Personne n'est porté comme les Strade Bianche. Si, l'Amstel l'est. Pas autant que les Strade Bianche. Ça dépend aujourd'hui. des années. Quand Gilbert fait un raid où il part à 80 bornes il y a de mémoire 3 ou 4 ans, tout le monde était subjugué par l'Amstel. Quand Van Der Poel gagne, comme le dit Polo, tout le monde est subjugué. L'année dernière, quand c'est au centimètre. Plus à la par le photo scénario finish, de course que je trouve par Mais- d'autres trucs. Mais Et en puis, tout moi, cas, et puis de manière oui, globale, mais pour ça c'est un autre problème. Mais quand ça arrive à Valkenburg en haut du Coberg, moi je trouve ça lourd. Mais après c'est une, Oui, c'est une aussi, mais préférence c'est personnelle. aussi un lieu Et mythique. je trouve, Et je tu trouve vois, ça lourd. si tu regardes les monuments, tu regardes le Tour de Lombardie aujourd'hui, il n'y a pas un parcours
qui rend ça spécialement beaucoup plus mythique que les Strade Bianche. Mais C'est là- l'histoire qui joue là-dessus. Et- C'est plus spécialement que le parcours, c'est pas le fait d'avoir des routes blanches qui te fait être monument. Pardon, j'ai failli mourir. Il y a juste ce que je trouve bien pour terminer ce débat, au-delà de la question oui ou non, je trouve ça bien parce que ça peut amener aussi une réflexion chez les organisateurs des monuments à aussi rendre un peu leur course un peu plus attractive en changeant Moi, je pense, certains moi, je parcours. pense même pas que ce soit par. À changer les parcours, tu veux changer les parcours des monuments en fait. Mais non, mais il change un minimum. Non, mais il Pas change peu, heureusement. Mais Non. très peu. Mais je dis, voilà, d'amener un tout petit peu de changement pour médiatiquement Mais- être à nouveau attractif. Mais Quand ils ont fait ça, le Tour des Flandres, c'était juste pour l'oseille. Je pense que Joseph, tu pas prends bien quand même marché. dans le mauvais sens, c'est-à-dire que le problème, Non, mais ça, c'est à la fin, c'est pas que Milan-San Remo soit un monument, par exemple, parce que si on doit cibler un monument, on ciblerait peut-être Milan-San Qu'est-ce Remo. que hein. tu fais, Polo Ah oui, non, mais c'est. Laisse- non, mais laisse il a Milan-San raison, Remo mais la tranquille. question- Remo, Mais très la souvent, question, je me c'est pas fais ça. chier devant. Mais la C'est question, le principe de la course. La- Ouais, tu te fais. Ah, Non, mais la d'accord. question, c'est pas ça. Mais Milan-San Remo, c'est pour moi la question que c'est un monument. Il n'y a pas du tout de question hein, qu'on règle ça. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est pas les monuments qui sont là aujourd'hui. C'est la question, c'est savoir si on veut ouvrir ce mythe à peut-être d'autres courses. Polo, Pour l'instant, il n'y a aucune course tu sais à quoi ça me fait dans le penser milieu aussi du cyclisme qui peut espérer être au niveau de Regardez cette ces images là. C'est super beau et on Ça, c'est adore tous- monumental ça. Mais- C'est monumental, c'est pas un monument. on va tous adorer regarder les Strade Bianche, mais ça restera une course qui est pas dans les 5. Mais en fait, Alors, il y a, pour il y a le aussi moment un truc. oui, mais peut-être pas plus tard. Pense à Merckx, De Vlaminck, Van Looy, qui eux ont gagné les 5 monuments. Eux, tu leur dis, bon, surtout. Mais ils Merckx, reviennent s'ils veulent le gagner. tu vois, eux, ils ont jamais eu le droit de courir ça et on va leur dire maintenant, bah non, bah eux, ils ont pas gagné tous les monuments. Et alors qu'un mec comme Van Der Poel, ça se trouve à la fin de sa carrière, il pourra dire, moi, je les ai tous C'est gagnés, j'ai fait mieux. Bah non, t'as pas fait mieux, il y a un truc qui existait Oui, pas. mais mais si on aujourd'hui, part- par exemple, mais c'est Joseph- beaucoup plus dur de gagner les 5 monuments qu'à leur époque. Donc aujourd'hui, c'est Ouais. aussi plus dur. Enfin, c'est aussi dégueulasse. Oui, ok, pour, ok, Mais ben- tu vois, et puis ça part dans une réflexion un peu plus globale sur tout ce qui se passe dans le sport. Je pense à la Super League au foot, au play-in en NBA. On veut toujours mystifier des trucs, on veut toujours rendre augmenter le spectacle qu'on a déjà, tu vois. Et c'est le jeu, peut-être qu'on y arrivera parce que peut-être que le cyclisme un jour va avoir besoin. Tu vois, on parlait de on a entendu qu'il y aura peut-être un Drive to Survive façon cyclisme et Tour de Ouais, on en France parlera ça. l'année prochaine, on en reparlera. Mais voilà, et peut-être que le fait de vouloir instaurer plus de monuments, ça va aussi dans cette tangente-là, une tangente un peu surtout, inquiétante pour le sport, mais peut-être qu'au bout d'un moment, on n'aura pas le choix de rendre des courses, les courses les plus sexy, de les rendre encore plus Si tu mets importantes. toutes les courses sexy tout là-haut, celles qui sont pas dans cette catégorie, tu les tues. Bah oui et non. Mais parce que tu feras, bah là c'est un autre débat, mais c'est exactement l'exemple de la La Super course qui League. n'arrive pas à C'est, aller dans cette catégorie, elle est morte. Les gens vont se dire, mais si t'as un Real Barça toutes les semaines, c'est fantastique. Moi, je fais pas partie de cette équipe-là. Enfin, un Real Oui, mais Juventus, si tu vois. Si t'as un monument toutes les semaines, c'est pas. bah voilà, pas mais c'est sexy. ça. Et c'est exactement là que je voulais en venir. Donc voilà, les gars, bon, on termine avec ce débat parce que je suis à 2 contre 1 et c'est très compliqué avec des hommes brillants comme le sont Paul et Robin. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi ou avec moi, c'est selon vous, c'est qui vous voulez. Voilà, on avance dans cette émission, on va partir sur nos pronostics justement pour parler de la course la plus chiante de la saison, mais apparemment c'est normal. Après, Robin, je rigole, j'adore Milan-San Remo. C'est parti pour les pronostics de Milan-San Remo. Les pronos de Milan-San Remo avec notre partenaire Winamax. On va voir d'abord les favoris de cette course-là. Globalement, alors on attend d'avoir des start list officielles, mais on sait à peu près qui va y participer. Et on a mis un nombre d'étoiles. Donc on a mis Van Aert. Après, t'as fait ça à complètement 5 étoiles. arbitrairement. hein. Exactement. Sans nous poser la question. Je vous l'ai envoyé il y a 2 jours. Ah oui, bah, il était fait le mais il truc. était déjà fait. Vous avez le droit de dire je suis pas d'accord. Oui, non, mais il n'y a rien qui me choque. Caleb Ewan avec 4 étoiles, Pogacar Pidcock 3 étoiles et Philippe. Hop, Philippe. Colbrelli avec 2 étoiles. Les gars, vous allez montrer les tickets en commençant par toi, Polo, que tu as cherché Ouais, bah moi, je suis sur hyper Winamax. content. Je suis allé chercher les tickets Winamax, je suis allé chercher les belles cotes à jouer parce que finalement, dans le cyclisme et surtout sur Milan-San Remo, ça reste quand même hyper ouvert. Donc, je suis allé tenter des cotes et je suis hyper content d'avoir mis un Mats Pedersen qui
me semblait déjà avant l'étape d'aujourd'hui de Paris-Nice, parce qu'il faut en parler. Mats Pedersen a gagné l'étape de Paris-Nice aujourd'hui sur un énorme sprint qu'il a envoyé très loin. Wout van Aert n'a pas pu suivre. Brian Cocard fait deuxième. Parce que oui, là, pendant qu'on Moi, j'ai rien vu. Paris-Nice vient de se terminer, l'étape de Paris-Nice du jour. Mats Pedersen, moi, qui me paraît vraiment impressionnant depuis le début de saison, je pense qu'il passera le Poggio et je pense qu'au sprint, en ce moment, il faut quand même le battre, surtout dans une course de costaud comme ça. Et pareil, la petite cote Tom Pidcock, Thomas Pidcock. qui fait pas de mal. Moi, je préfère prendre le pari, tenter des grosses cotes parce que la course est ouverte et il y a beaucoup plus d'argent à se faire en mettant quelques sous sur Mats Pedersen ou Thomas Pidcock que sur un Wout van Aert, par exemple, même un Julien Alaphilippe, et surtout que je crois plus en les chances, hélas, de Mats Pedersen et Thomas Pidcock quand un Alaphilippe un peu meurtri ces derniers temps. Donc voilà, moi je pars sur ces deux-là. Je mets 5 € sur Mats Pedersen, 5 € sur Thomas Pidcock et je suis sûr de gagner quelques sous. Et on On rappelle bien évidemment de parier à hauteur de vos possibilités et ce ne sont que des conseils qu'on vous donne. Donc après, vous avez votre libre arbitre bien évidemment. Robin, quel est le ticket que tu proposes ? Pas Mats Pedersen, parce que lui, il va passer le Poggio, oui, mais juste pour aller à l'hôtel, quoi. Non. Mats Pedersen va pas passer le Poggio. Si, il le passera dans le peloton, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai parié du coup sur Van Aert. Bon, c'est le grand favori, c'est pas surprenant. Mais honnêtement, quand tu vois le début de Paris-Nice qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait sur le. Battu par Mats Pedersen aujourd'hui au sprint. Non, je rigole, j'arrête. Non, mais il est quand même costaud, Van Aert. Oui. Donc, non, forcément, c'est déjà un coureur qui a déjà gagné cette course-là, qui la connaît, qui s'est retrouvé aussi plusieurs fois dans le final. Je lui donne beaucoup de ma confiance à Wout van Aert pour faire tout péter dans le Poggio, sachant qu'il peut se permettre de ne pas complètement faire péter tout le monde, puisque s'il y a quelqu'un dans la roue, il y a quand même de grandes chances qu'il aligne au sprint. Et ensuite, Pogacar, forcément, parce que quand je vois ce qu'il a fait sur l'Estrade Bianche, quand je vois comment il a manœuvré l'année dernière sur Liège-Bastogne-Liège, je me dis pourquoi pas Milan-San Remo. Il s'est déjà retrouvé dans le final de San Remo. Il l'a jamais gagné, mais je crois que c'est l'année où Alaphilippe gagne. Ouais. Il est dans le groupe. Donc moi, je pense que sur le Poggio, il peut faire très mal. Dans la descente aussi. Et après, évidemment, s'il emmène un Wout van Aert dans la roue, ça va être compliqué. Mais s'il emmène des coureurs qui sprintent pas beaucoup mieux que lui, et il y en a quand même un paquet, on a vu justement qu'il était capable d'aligner un Alaphilippe au sprint, par exemple. Je pense qu'il peut faire une petite surprise un peu sur la Via Roma. Et j'en rajoute un troisième, en un mot, c'est Filippo Ganna, qui est ahurissant sur les pentes en ce début de saison, que ce soit, c'était au Tour UAE, sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. Il a été impressionnant en montagne. Là, il a dit que sur cette semaine à Tirreno, il ne vise pas le général parce qu'il se repose pour Milan-San Remo après avoir gagné le chrono. Donc je dirais attention à Filippo Ganna parce qu'il peut mettre au tempo tout le monde dans le rouge dans la montée et ensuite partir comme une machine. Est-ce que tu veux en proposer un quatrième, non, ça va, un sixième, mais non, parce que Ganna, il a 35, donc c'est pas mal quand même. Ganna à 35, ouais. Tu peux mettre 1 ou 2 €, on sait jamais. Pour le kiff, quoi. Mais bon, faut quand même avoir je pense qu'il faut quand même avoir une petite pente de vitesse qu'il n'a pas. Ça dépend s'il arrive tout seul. Hein? Et à la Cancellara. Oui, mais ça, il va pas lâcher tout le monde dans le Poggio. Pas dans le Poggio, dans la suite, après dans le replat. Là, faut le suivre, il y a 70 à l'heure, le gars. Oui, sur un fait de course, pourquoi pas. Donc voilà, c'est le samedi. Tu mets Mats Pedersen et t'acceptes pas que je dise Filippo Ganna. Ah bah non, parce qu'il y en a un qui sprinte mieux que l'autre, et largement. Il y en a un qui est champion du monde. Course en ligne. On aura largement le temps d'en reparler de cette course parce que c'est le samedi 19 mars. On avance avec du coup la dernière partie de l'émission, la dernière ligne droite. C'est parti pour les bonifs. Les bonifs, et on va parler des deux courses qui ont lieu en ce moment. Le calendrier, vous allez le voir, ces deux courses-là, il y a une course en France, une course en Italie avec Paris-Nice qui a commencé en début de semaine le 6. Vous voyez les chaînes sur lesquelles c'est retransmis, donc France 3 et Eurosport. Et Tirreno Adriatico qui est retransmis sur Eurosport 2, sachant que Paris-Nice a lieu un tout petit peu avant à chaque fois, se termine un tout petit peu plus tôt que Tirreno. Donc vous pouvez regarder la fin de Paris-Nice et enchaîner sur la fin de Tirreno Adriatico. Donc c'est une semaine royale, assez cool qui nous attend. Comment on l'a construit cette dernière partie d'émission? Vous allez tout simplement nous dire, les gars, qu'est-ce que vous attendez, notamment pour commencer de Paris-Nice, Polo? Moi, ce que j'attends de Paris-Nice, c'est de voir la forme de... La deuxième partie de Paris-Nice, d'ailleurs. Oui, parce que ça a déjà bien avancé. C'est de voir la forme de Primož Roglič, notamment sur le Turini. On a beaucoup parlé de Pogacar depuis le début de saison. On a beaucoup parlé de presque tous les autres coureurs, sauf lui, qu'on a vu discret pour sa rentrée la semaine dernière en France. Il a l'air quand même plutôt très en forme en ce début de
Paris-Nice, mais face à un Quintana qui est en pleine forme, je pense que Robin, tu nous en parleras. Ce serait curieux de voir l'adversité et comment il va la gérer, notamment sur le Turini, alors que d'un autre côté, son rival et compatriote Pogačar cartonne tout ce qui bouge. On sait qu'il n'est pas, verni, notamment la saison passée, sur Paris-Nice, et que parfois sur les courses d'une semaine, il a quand même pas trop de chance. J'aimerais bien voir Primož Roglič taper du poing sur la table et remporter ce Paris-Nice haut la main pour vraiment faire monter un peu la sauce en vue d'un duel face à Pogačar pour le Tour de France. Et j'ai l'impression, comme le dit Paul, qu'il est relativement en forme parce que ce qui s'est passé sur la première étape de Paris-Nice, ce triplé absolument incroyable de Jumbo-Visma, tel que Christophe Laporte en a parlé, c'était à la base lui qui devait attaquer, puis Van Aert finalement a réussi à lâcher tout le monde, et en fait quand il s'est retourné, ils ont vu qu'il y avait Primož Roglič avec eux, qui n'était pas à la base dans la tactique de Jumbo présent, donc il prouve qu'il est effectivement très en forme là, Primož. Ouais, après, il faut dire que les étapes de Paris-Nice, elles correspondent souvent à Primož Roglič. L'année dernière, il en avait gagné 3. Souvent, il y a des bosses sur la fin comme ça, et dans ce genre de circonstances, il n'y a pas grand monde qui rivalise avec Roglič. Donc là, en plus, avec 2 équipiers qui font le boulot pour lui devant, c'était franchement du pain béni. J'ai été impressionné par Roglič, mais comme Polo, je vais l'attendre sur les plus hauts pourcentages de ce Paris-Nice. Et qu'est-ce que tu en attends d'autre du coup de Paris-Nice ? Nairo Quintana, qui est un des autres favoris pour le général. Bon, alors, niveau général, et il y a Roglič qui a pris un sacré avantage avec ce final de la première étape où il a pris 25 secondes sur tout le monde avec les bonifs. Quintana y compris. Et puis en plus, il va y avoir un chrono sur lequel Quintana, il va, je pense, pas reprendre du temps après Primož Roglič. Mais du coup, c'est plus sur l'aspect montagne, voir où situe Quintana. Il a gagné le Tour de la Provence et le Tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes, mais qu'est-ce qu'il va faire contre une adversité un peu plus grande ? Et puis, est-ce qu'il va réussir à aller chercher un podium au classement général, ce qui serait déjà pas mal pour l'équipe Arkea sur un Paris-Nice comme ça. Il y a 2 ans, on se rappelle, il avait gagné l'étape de la Colmiane. Il avait terminé 6e du général. L'idée, après avoir gagné le Haut-Var et la Provence déjà. Exactement. Je pense que l'idée, c'est d'aller faire un peu mieux. S'il peut claquer l'étape du Turini et la prendre à Roglič, il sera bien content, à mon avis, Quintana. Et puis, si ça peut lui faire un podium au général, pour l'instant, il est très bien placé. Je pense que ce sera un gros coup pour Arkea. Et donc la deuxième course, Tirreno Adriatico. Vous avez rien d'autre à ajouter sur Paris-Nice, les gars ? Il y a plein d'autres trucs, mais sinon on va faire un quart d'heure. Oui, voilà, c'est un peu ça. On aura le temps dans la petite roue d'en parler aussi. Dégoûté pour David Gaudu, qui arrivait en pleine forme, qui avait une revanche à prendre justement parce qu'il a déjà chuté l'an passé sur Paris-Nice. Il est tombé, il a mal au dos. Alors c'est comme Julien Alaphilippe, c'est comme Thibaut Pinot. Ça commence à être chiant ces histoires. Aujourd'hui, il a lâché très vite dans le peloton. C'est pas rassurant. On verra la suite. Tirreno Adriatico donc, qui a commencé là aussi en début de semaine. Il y a eu un premier contre-la-montre qui a été remporté par Filippo Ganna devant Evenepoel et Pogačar. Voilà, dans cet ordre-là. Ouais, dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. Polo, qu'est-ce que tu en attends de Tirreno ? De voir comment vont nos Français. Julien Alaphilippe qui a dit qu'il avait encore mal au dos, que ça tirait un peu. L'avantage, c'est qu'il a fait un contre-la-montre sans forcer, il l'a dit aussi, il finit autour de la 30e position, je crois. L'idée, c'est de se mettre un peu en rythme, ça a l'air d'aller. Il y a beaucoup à jouer, je pense, avec 2 belles étapes, je crois la 4e et la 5e, qui sont pour lui, qui lui correspondent. Avec Evenepoel, il y aura moyen d'essayer aussi d'embêter Pogačar. Et puis, toujours dans ce process d'arriver en forme, il le dit, sa forme va mieux jour après jour. L'idée, c'est d'arriver... peut-être, je pense, à 90% à Milan-San Remo et à 100% peut-être pour ce qui est notamment les Ardennaises et Liège. Je vais être curieux de voir ça, comment évolue sa semaine, lui qui a quand même lourdement chuté la semaine dernière. Et aussi, quand je parlais des Français, je parlais aussi de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui fait quand même un début de saison assez étrange. On l'a vu avec du mieux et du bien et du moins bien sur le Tour du Haut-Var. On l'a vu de manière assez épisodique, voire très épisodique sur l'Estrade Bianche, un peu loin de la vraie bataille, je l'avoue. Julien Pinot, qui est avec eux sur le tour de la Groupama FDJ, dit que ça va bosser pour lui, pour les étapes un peu compliquées de milieu et fin de semaine. Voilà, écoute, on verra. Je suis curieux de voir comment il va se comporter aussi sur ces routes italiennes qu'il adore. Robin ? Moi, je vais attendre Remco Evenepoel, qui a fait 2e du contre-la-montre devant Pogačar. Oui, qu'on a vu là. C'est ça l'info pour moi, c'est qu'il a battu Pogačar sur le chrono. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est capable de battre Pogačar sur un chrono, et pas seulement Filippo Ganna, qui lui ne joue pas les classements généraux. Donc je vais attendre de voir ce que ça va donner, s'il y a un duel en fait. Est-ce qu'il y a un duel Pogačar-Evenepoel ? Le problème, c'est qu'il ne prend pas assez de temps. C'était non, mais pour on moi va voir aussi la comment il tient en problématique. montagne. Sur des arrivées en plus qui sont des arrivées un peu pour puncher, pas toutes. On n'a pas beaucoup de grands cols sur ce Tirreno Adriatico malgré tout. Est-ce que Evenepoel, sur une course comme ça d'une semaine, est capable de se battre avec Pogačar, mais réellement de se battre pour le général ? Pas de terminer 2e à 30 secondes, mais réellement d'être dans la bagarre. Ça ne voudra pas dire qu'il est capable de le faire sur 3 semaines, mais déjà, s'il y a quelqu'un qui peut le faire sur une semaine, ça donne un peu de suspense.
Voilà, on a fait le tour dans cette émission, les gars. Je vous remercie beaucoup. On va terminer avec, je vais rappeler un peu le programme et la suite des événements. Alors Maxime, il va falloir aller tout en haut du keynote pour aller chercher le programme et la suite. Voilà, le programme à venir. Donc rendez-vous jeudi 18h, interview sur Twitch, sur notre chaîne Roulib 101 que vous pouvez suivre. Elle est nouvelle. Rendez-vous. Interview avec FC Geopolitics. On va parler notamment des liens entre voilà, les États, le cyclisme, bref, de la géopolitique via le sport. Et rendez-vous pour la petite roue mardi prochain à 18h. C'est rendez-vous habituel quand il n'y a pas d'émission en plateau. Ça va être très intéressant parce qu'on va revenir notamment sur Paris-Nice et sur Tirreno Adriatico. Et tout au long de la saison, là, c'est aussi un autre rendez-vous qui sera assez cool aussi parce que on vous parlait tout à l'heure des cotes Winamax. Eh bien, on va avoir une émission où on sera tous les trois, tous les trois, ça va être génial et ça va être avant chaque monument. Ouais. Et ça va commencer avec la preview de Milan-San Remo, donc samedi 17 mars. On aura rendez-vous à 14h, donc c'est sur Winamax TV. C'est surtout, c'est sur YouTube, sur Twitch. Même si vous tapez Winamax TV, il y a un encart où il y a écrit Winamax TV. Et ce sera en live, il y a un chat aussi. Hein, Joseph. À 19 mars. Samedi 19 mars, mais ça ne change rien. Voilà, on sera tous les trois pour donner les bonnes cotes et les bons coups à faire. Et croyez-moi que sur Milan-San Remo, vous nous avez entendu tout à l'heure, il y en aura, ça va être cool, c'est la famille Wina. Voilà, vous savez tout pour ces tout nouveaux rendez-vous. Merci à tous de nous avoir donné tant de force pour le retour d'En Roue Libre. Plein de belles choses à venir. À très très vite sur tous les réseaux d'En Roue Libre. Ciao ciao les rollers, bisous. Salut les gars.